C'est quoi ton plus vieux souvenir d'Internet? On était très peu à avoir d'ordinateur, mais il était limité à 30 minutes par jour. Des joueuses de Counter-Strike, on avait des très fortes qui mettaient la misère à 2-3, qui avaient un ego un peu fort et que t'entendais râler très loin. Tu peux parler de disque dur, hein. Ouais, qu'ils avaient des terras de films pornographiques. Non, mais sans déconner. Si mes parents le voient ce truc-là, je suis dans la merde. Bonjour et bienvenue dans Modem 56K, le podcast qui remonte le fil de la toile. Aujourd'hui, j'accueille un homme très beau, beau par son prénom que l'on partage, beau par ses tatouages, omniprésent sur ses bras musclés, mais beau également par son talent, parce que c'est l'un des musiciens les plus fous que j'ai eu la chance de rencontrer. On reçoit aujourd'hui monsieur Alexandre Caruana. Hey, salut Alex. Comment ça va? Eh ben ça va bien malgré le temps bipolaire chez nous. Et on est content, on est heureux, on se marre bien, donc on est bien. Et toi? Alors écoute, je viens mettre un peu de soleil dans ta vie. Très bien, je sais que vous en avez plus que nous. Avec ce super podcast venu du sud-ouest de la France. Oh, incroyable. On va parler de ta culture Internet. Okay. Je vais faire appel à tes souvenirs, à ta mémoire. On va remonter avec plein de nostalgie sur plein de choses et voir à quel point Internet a changé ta vie. Ok, très bien. Tu vois, avant de commencer, j'ai voulu faire un petit portrait de toi, me renseigner un petit peu sur qui tu étais. Et petite question à te poser, toi, quand tu as envie de te renseigner sur une personne, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Bah étonnamment, je mets son nom sur Google en fait, parce que c'est là, ça te fait sortir toutes ces pages, tous ces réseaux. Donc quand j'ai besoin de me renseigner maintenant, Google fait un peu tout le taf à ma place, quoi. Donc Eh ben, tu as totalement raison. Eh ben moi, je suis allé chercher sur Google, mais surtout sur un site très précis qui s'appelle Wikipédia. Alors ouais, le jour où j'y serai, on verra. Mais eh ben, figure-toi que j'ai tapé ton nom sur Wikipédia. Attends, j'y suis. Ça serait bizarre, franchement. Et non, t'y es pas. Mais ouais. Je me serais dit aussi. Mais j'ai trouvé plein de choses qui peuvent peut-être te ressembler. J'ai trouvé un Fabio Caruana, qui est un joueur d'échecs. Ok. J'ai trouvé une Natasha Caruana, qui est une photographe britannique. Ok. Une Daphne Caruana Galizia, qui est une journaliste d'investigation maltaise qui a été assassinée suite à des enquêtes sur la corruption. Oui, pour l'histoire de Malte, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais. Tu considères pour l'instant c'est pas de ta famille? Alors, de ce côté-là, la famille est immense parce qu'en fait, ça c'est, si on retrace un petit peu le truc, parce que je suis allé chercher sur Internet aussi ça, on est normalement issu de Malte, du côté de mon famille. Et a priori, on était une grosse famille de commerçants, de quoi, je ne sais pas. Donc normalement, il y a un blason, on a plein de choses. Donc la famille est très grande. Voilà. Eh ben, j'ai peut-être ta réponse parce que j'ai trouvé des références de la famille Contreras Caruana. Je sais pas si c'est ta famille. En tout cas, c'est un clan mafieux italien fondé en 1950. Ah bah alors ça doit faire partie des dérivés de... Non, alors ce qui est très drôle aussi, c'est que tous les Caruana que j'ai trouvés s'écrivent avec un seul R. Et toi, donc, s'écrit avec deux. Parce que le nom principal est basé que sur un R. Et en fait, ils ont relié toutes les familles avec un R, deux R et Caruana autre chose. Donc, c'est la même famille, en fait, mais je pense qu'avec le temps, ça a été soit déformé, soit je sais pas quoi. Eh bien, sache que tu viens d'une famille qui est, où il y a beaucoup d'histoires, une famille mafieuse, effectivement. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Alors, je la connais pas par cœur, mais on a même une page sur Facebook qui s'appelle Caruana nel Mundo. C'est vrai? Donc, ouais. On a vu une page et tout, et en fait, il y a des tonnes de Caruana, dont certains de ma famille, justement. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors écoute, ce que je te propose pour commencer à te présenter, c'est que je me suis dit il fallait absolument remédier au fait que tu ne sois pas sur Wikipédia. Donc je t'ai préparé un petit texte à trous. C'est un template de ce qu'on peut retrouver sur Wikipédia. Et ce que je vais te demander, c'est de lire les phrases et de compléter les trous à chaque fois. Et surtout, je te mets pas la pression, mais sache que le fait que tu témoignes aujourd'hui dans ce podcast pourra totalement servir de source pour ta future page Wikipédia. Incroyable. Donc attention à ce que tu dis. Non, on va essayer d'être sérieux sur le coup. Donc Alexandre Caruana est une personnalité française originaire de la ville de Lyon, parce que c'est là où je suis né. Principalement connu
pour son activité dans la musique en tant que musicien professionnel. D'après plusieurs sources, plus ou moins sérieuses, il aurait commencé sa carrière en tant que musicien professionnel. Voilà. Donc c'est bien, ça va, ça. J'ai déjà commencé dans ce truc-là, avant de devenir progressivement toujours musicien professionnel. Voilà. Une seule casquette. Avant ça, j'étais étudiante. Au fil des années, il collabore avec beaucoup de groupes en tant que bassiste de session, des studios, en tant que démonstrateur pour du matériel, et je suis auteur d'un ouvrage pédagogique sur la basse. Trop bien. Son univers mélange passion pour le Japon, manga, animé, jeux vidéo, culture geek et culture musicale globalement. Quoi, je crois que c'est vraiment la chose qui me définit le plus. Je crois que beaucoup de choses sont en rapport avec l'univers geek et le Japon, donc voilà. Son style est souvent décrit comme on parle de style vestimentaire. Si tu veux. Moi, j'aurais dit extravagant, du coup. Ouais, oui, complètement, en fait. Son style est souvent décrit comme extravagant. Ça, je pense que c'est clairement vrai. En parallèle, il s'intéresse aux jeux vidéo et manga, même si ça fait longtemps, en effet, qu'il considère comme quelque chose d'essentiel pour pouvoir déconnecter de mon travail. Trop bien. Et pour s'évader. Voilà. Super. En 2026, il participe au podcast Modem 56K, dont les jeunes ne comprendront pas pourquoi 56K, présenté par le très talentueux Alex Rial, une émission qui sera un tournant décisif dans sa carrière incroyable. Ah bah, merci. Alors là, C'est très vrai. je n'en attendais pas tant, mais franchement, ça me fait très plaisir. Ça me fait très, très plaisir que tu dises ça. Ça sort du cœur. C'est quoi ton plus vieux souvenir d'Internet? Oh là là, mon plus vieux souvenir d'Internet, je pense qu'il doit être dans 97 ou 98. J'étais chez un ami, c'était les premiers à avoir, c'était les premiers gens à avoir Internet, je pense en France, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça qu'il y en avait. Moi, je l'avais pas. C'est en 98 et le premier souvenir que j'ai d'Internet, et c'est déjà le bruit du modem, parce qu'il faisait des bruits monstrueux. C'est vraiment les vrais trucs qu'on entend pour rigoler, c'était vraiment ça. Tu faisais quoi à l'époque sur Internet? On allait, alors, on faisait plusieurs choses. On allait soit regarder des rubriques sur Gamecult, sur le jeu vidéo. Principalement, c'était un des premiers sites, je pense avec jv.com, qui était apparu. Donc Gamecult, c'était un peu notre bible du jeu vidéo. On allait jouer à Counter-Strike du premier du nom, ou encore, je pense même encore plus vieux, Team Fortress. Ouais. Donc ça, c'est les trucs qu'on faisait généralement. Jouer pas mal en réseau avec les gens du monde, etc. Et puis après, on allait naviguer, se perdre un peu sur les pages internet, chose qui se fait en effet, j'ai l'impression beaucoup moins actuellement, etc. Mais nous, on se perdait sur plein de pages internet, plein de trucs pour s'informer sur des forums de jeux vidéo, sur des forums, alors peut-être pas aussitôt encore, j'étais pas encore là-dedans, mais forums de PC un peu plus tard. Et voilà, beaucoup dans ce truc rapport à l'univers geek, puisque ça a été ma grosse période quand j'ai commencé à avoir eu ma première console à l'âge de 13 ans. Ça a été très tardif, où là, ça en est devenu une réelle passion. Et en fait, on allait s'informer sur plein de choses en rapport, etc. Donc, on faisait de longs après-midi, le mercredi après-midi, je me rappelle, aller chez un ami, dans lequel qui était seul à Internet, et dans lequel, en fait, on se posait, on jouait, on regardait, on s'informait, on se perdait, donc tout ça, quoi. Dis-toi, en 98, quand tu parles de tes premiers souvenirs d'Internet, j'avais 2 ans. Oui, bah oui. Oui, en avoir 98, j'en avais au moins 12, donc 13. Oui. Mais je trouve que c'est un super âge pour découvrir Internet, tu vois. Genre 12-13 ans, je pense que ado, t'arrives, c'est un champ des possibles qui doit être fou, justement, à l'époque. Bah, en plus, il y avait tout à faire, c'est-à-dire que même si, bon, des gens avaient déjà commencé à faire des choses, tout était nouveau, tout était, on voyait cette espèce de truc qui s'ouvrait à nous, qui était un puits d'informations incroyable, qu'on regardait d'ailleurs encore assez naïvement, parce qu'il n'y avait pas d'histoire de fake news ou d'IA, etc. Et tout était assez, alors sans aucune critique pour ce qu'il y a actuellement, mais tout était très authentique, en fait, tout était très homemade, avec ces pages
parfois flux blindé de gifs et de parce que voilà, il y avait un mauvais goût, mais moi j'adorais ce côté rétro, un peu mauvais goût à l'époque des pages internet. Et c'est pas pour nous qui étions adolescents, etc. C'était ultra passionnant de prendre le temps d'aller. C'était une autre façon de s'informer, quoi, qui était qui pour nous était nouvelle, etc. Et qui c'était incroyable, quoi. Toi, ça te permettait de communiquer avec des gens du monde entier ou ça restait très Alors français, quoi? Pas encore à cette période-là. Cette période-là, on avait, hormis peut-être via je le redis, des Counter-Strike ou des Team Fortress, etc. On communiquait étonnamment assez peu encore avec des gens de l'extérieur. Donc c'était plus du domaine de l'information, parce que éventuellement on se faisait tous une boîte mail mais qui nous servait pas tant, parce que comme on était très peu à avoir même des ordinateurs, nous on avait, enfin le premier ordinateur que j'ai eu, c'est un micro-ordinateur. Donc les plus vieux le sauront, les plus jeunes vont découvrir. C'était un Amstrad CPC 6128 qui lui-même n'allait pas du tout sur Internet parce que c'était pas encore repensé pour ça. Et après, j'étais passé sous Windows 3.1. Oh. Le Windows avec le plus de mauvaises idées dans les couleurs. J'imagine ça devait être très un mélange de fluo et de terne. J'imagine ça un peu comme ça. Il y avait ça, et puis tu pouvais en fait changer toute la couleur de donc on faisait n'importe quoi. Mon père devait se taper parfois des écrans dégueulasses, etc. Et en fait, on était très peu à avoir d'ordinateur. Moi, que j'avais était pas très puissant, et en plus on n'avait pas Internet. Donc niveau communication, pas tant. Mais Windows 3.5, là, tu me parlais de ça, c'est avant Windows 95? Oui, c'est avant Windows 95, Windows 3.1. Ouais. Je pense que c'est un des premiers Windows. Mon père avait acheté ça très tardivement parce que je pense qu'il voulait l'utiliser pour du traitement de texte, etc. Ah ouais. Et ouais, c'était vraiment là. Enfin, Windows 95 à comparer, c'était la révolution. C'était super drôle. Ok, donc en fait, si je résume bien, en fait, tes premiers souvenirs d'Internet, c'est lié quand même au fait d'aller avec des amis le mercredi après-midi, surfer sur Internet. Et toi, t'avais pas encore, enfin, c'était plutôt chez des potes, t'avais pas encore de connexion Internet, t'avais pas encore ce problème de savoir si c'était illimité ou pas. Non. Et puis même, on était limité. Je me rappelle, il était limité à 30 minutes par jour. Ce qui est un con. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on y allait à un moment donné dans la journée et on savait qu'il fallait pas abuser, sinon il se faisait flinguer par son père. Mais 30 minutes, c'est un truc de fou parce qu'en plus, à l'époque, les pages, elles mettaient 5 minutes à se charger. Oui. Ah oui, non, mais alors je sais pas si c'était en calcul de temps global ou je sais pas, mais je sais que je me rappelle, il me disait, ouais, j'ai 30 minutes d'internet. J'ai 30 minutes d'internet. Ça, tu vois, c'est vraiment, tu vois, alors qu'aujourd'hui, on se met des minuteurs sur les applications pour se limiter à que 30 minutes parce que c'est beaucoup trop sinon, machin. Oh, ouais, donc, mais c'est très drôle. Là. Donc, cette grosse de se dire qu'on avait été limité dans le temps, enfin, même en débit, on se rend pas compte que le 56K, c'est ridicule. Ah oui, non, mais c'est clair. Et tout mettait 3 plombs. Mais tout. Mais c'était super drôle. Alors, écoute, je te propose qu'on remonte un petit peu dans le temps. Ce que tu vois sous tes yeux, c'est la fameuse roue tourne du modem 56K. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis plein de sujets divers et variés et on va lancer la roue et ça va nous lancer sur des souvenirs et sur une conversation. Est-ce que tu es clair? Je suis prêt. C'est parti. Waouh, dis qu'on est technologiquement là. Le téléchargement illégal. Oh, ça, j'en ai à raconter là. Alors, j'ai mis en référence des sites comme à l'époque LimeWire, Emule, BitTorrent plus récemment pour télécharger. Et encore, t'as pas mis Piratet et autres. Ah non, bah là je peux pas tout mettre parce que au bout d'un moment on va être censuré, tu vois. T'as téléchargé beaucoup en vrai? Alors, en soi, on a été comme beaucoup de cette période-là, les trucs Idonki, machin truc, etc. On l'avait. J'ai pas été un grand téléchargeur, j'avoue. C'est-à-dire que, alors les films, moi j'en téléchargeais pas. Les seules fois où au pire j'en avais, c'est parce qu'on était dans des LAN géantes et que là éventuellement ça se prêtait des films etc. parce que ça va 4 fois plus vite. Mais en soi, j'ai surtout la musique éventuellement à cette époque-là.
que j'ai téléchargé, des jeux, mais pas tant, éventuellement. Donc j'ai connu ce que c'était que de devoir attendre 3 semaines pour avoir un truc qui parfois n'était pas du tout le bon. C'était pas le bon film. Voilà, ou c'était une version très alternative. Et si mes parents le voient ce truc-là, je suis dans la merde. C'est sans séquence. C'est-à-dire, c'est le film, vaut mieux le lancer une première fois pour vérifier si c'est le bon avant de le lancer en famille, tu vois. Ouais, et que tu coupes le son éventuellement. À regarder avec le casque. Voilà, que tu savais jamais trop ce qu'il allait avoir. Donc, moi, j'ai dû commencer à faire ça, je devais avoir 18 ans. Ok. Et sur le coup, en fait, on était, à cette époque-là, on était tout un groupe de gars très geeks. Particulièrement, ça ma période d'informatique, donc ça faisait du montage PC, ça faisait du water cooling à l'ancienne. Donc tu montais tout toi-même, du tuning de PC. Ah ouais, mais t'es un vrai geek en fait. J'ai été un vrai de vrai. À faire des LAN géantes à 150 personnes pendant 3 jours. Alors tu joues à quoi en LAN? Parce que t'as parlé de ça aussi tout à l'heure. Tu faisais des LAN de quel jeu? Alors on faisait une LAN qui s'appelait la Wacken LAN, qui était à Grenoble à l'époque, qui était, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, ce mec. On était 150. C'était immense comme machin. Ça, c'est fou. Et je me rappelle, on partait tous avec nos PC. Donc, sachant que pour ceux qui ne savent pas, les PC de l'époque, ça pesait 4 tonnes et demie. C'était gros. On avait 3 PC à l'arrière de la bagnole, planqués que je pense que si on se faisait arrêter, bah, ils étaient vous faites avec ça. On fait du recel de water cooling. Ouais, c'est ça. Et en fait, les mecs louaient un espèce de gros complexe avec piscine, machin truc. Ouais. 150 personnes venaient tous se brancher. Ça devait être un enfer à gérer au départ pour brancher 150 personnes tout en réseau, machin truc, etc. Et en fait, on jouait à quoi? Alors, principalement à Warcraft 3. Ok. Pour ceux qui connaissent un peu, d'ailleurs, on jouait quasiment qu'aux mods. On faisait même pas Warcraft 3 en général. On faisait les mods, ce qu'ils appelaient les mods Total, les mods Hero, je sais pas quoi, je m'en rappelle plus tellement c'est loin. Donc ça, c'était principalement ce qu'on jouait. On faisait parfois du Alien versus Predator. D'accord. Ouais. Il y avait un jeu Alien versus Predator à l'époque auquel tu pouvais jouer en LAN. Ouais. Tu pouvais jouer en LAN. En fait, tu pouvais choisir soit l'Alien, soit le Predator, soit les humains. Donc c'était super cool. On se marrait beaucoup. On aimait beaucoup se foutre de la gueule des gens qui jouaient à Counter-Strike parce que c'était des nerveux qui étaient des nerveux. Et les mecs, en fait, tu les entendais s'énerver de 2 couloirs plus loin parce qu'ils perdaient. Et principalement, c'était surtout ça. Des fois, on se faisait un peu, on se prenait des émulateurs, on jouait un peu aux émulateurs, etc. Il y avait 2-3 consoles qui mettaient un petit peu pour que les mecs soufflent un peu et aillent un peu s'aérer la tête autre que derrière leur bureau. Mais il y a eu des trucs incroyables entre les mecs qui se pavanaient en disant qu'ils avaient des Tera, chose qui était ultra rare à l'époque. Tera. Moi, j'avais 256 gigas, ce qui était le Ah, tu veux parler de disque dur, hein? Ouais. Qui avait des... Ah oui. Qui disaient qu'ils avaient des Tera de films pornographiques. Non, mais sans déconner. Tu sais, t'es là, tu te dis, ouais, ok. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que moi, avec ce genre de podcast, en fait, j'ai envie d'essayer de casser les clichés. Ouais. Et là, t'as mis vraiment les 2 pieds dedans, les 2 pieds, les 2 mains, le corps entier. Et... Ah oui. C'est... Ah ouais, non, mais mais les LAN, je pourrais en raconter, mais des incroyables. On se tapait des barres de rire, hein. Et voilà, donc c'était un peu la colo du geek. J'imagine l'odeur de la salle. Ouais, je voulais pas savoir. En vrai, je n'avais aucune envie de savoir. Est-ce que c'était des LAN où tu dormais sur place? Ouais. Ouais, on dormait sur place. Donc on avait nos sacs de couchage, on avait tout ce qu'il fallait pour se nettoyer. D'ailleurs, j'ai oublié une année mon sac de couchage. C'est pas très fun de dormir juste sur une serviette. T'avais des mecs qui dormaient pas des 3 jours. Ah ouais. Bon, nous on allait dormir. Nous à un moment donné, à partir d'une certaine heure, on allait quand même dormir, se laisser un peu le temps, se balader. Mais t'en as, ouais, ils vivaient le truc à fond et vraiment ils dormaient pas. Donc c'était super drôle. Tu trouvais tout. C'était vraiment super ambiance. Moi j'ai vraiment pas. C'était vraiment une bonne période. Ça devait être un bon truc pour aller draguer des meufs, ça. Alors, je rigole. Il y en avait parfois. Et ce qui était très drôle, c'est que tu sentais qu'il y en avait qui ne devaient pas en voir souvent parce que dès qu'il y en avait une un peu jolie, alors là, c'était l'émute, tu voyais tous se retourner, c'était très très drôle.
Mais il y en avait quelques-unes quand même qui étaient là sur la LAN. Il y en avait quoi, 2, 3, 4, ce qui est pas beaucoup. Ouais, sur 150, ouais. Bon, il y avait, non. Mais il y en avait, je me rappelle. Donc souvent des joueuses de Counter-Strike, et ce qui était très drôle parce que t'en avais des très très fortes qui mettaient la misère à 2-3 qui avaient un ego un peu fort et que t'entendais râler très très loin. Ça, c'est drôle. Voilà. Donc nous, ça nous faisait très marrer de les voir poutrer 2-3 gars. Trop drôle. Allez, on retourne là-haut une nouvelle fois. Ouais. Le jeu vidéo en ligne, oui. On vient d'en parler. Est-ce que après cette partie, est-ce que après justement les LAN et tout ça, toi t'as beaucoup joué en ligne aussi? Peut-être que tu joues encore? Non, très peu. Non, très très peu. Je suis très joueur solo principalement. Okay. Tu joues à quoi en vrai là? Je joue beaucoup moins que ce que je jouais avant. Je joue principalement que le week-end. La semaine, je joue jamais parce que je priorise vraiment la musique, etc. Mais là, si, je joue encore là actuellement. Je joue à un jeu qui s'appelle Vampire Survivor et dans lequel t'as je ne sais combien de milliers d'ennemis qui te viennent à la gueule. Là, en ce moment, ça me va bien parce que comme j'ai souvent le cerveau très fatigué, c'est un jeu qui détend. Mais après, sinon, j'ai fait des Elden Ring, des Dark Souls. Je suis très fan de RPG japonais. Okay. D'ailleurs, à mon grand dame, c'est pas japonais, je ne peux pas jouer à Expédition 33 parce que j'ai pas de PS5. Donc... Ah non. Ah mais j'ai ma copine est en train de jouer à clair-obscur là. J'ai pas encore commencé. Donc en fait, j'évite tous les sujets qui parlent de clair-obscur, tu vois, à chaque fois j'évite pour ne surtout pas me faire spoiler et tout ça. Donc des fois j'entends des trucs et tout. Là hier soir vraiment mais elle joue tard, hein. Elle joue jusqu'à tard et tout, c'est un truc de fou. Elle est devenue ma boule avec ce jeu. Et vraiment hier soir, pas plus tard qu'hier soir, elle revient et me dit oh, putain là il y a eu une révélation et tout. Non mais là c'est fou, ça change tout et tout. Et c'est vrai que des fois je la regarde jouer et j'ai hâte vraiment de commencer ce jeu. Ouais, ça a l'air terrible. Là j'ai un team là qui a vite fait essayer, j'ai fait waouh, j'ai fait ça donne envie. Ouais. Et puis donc tu sais moi j'aime pas trop, tu vois, je suis comme toi, je fais beaucoup de jeux solo et j'aime pas trop jouer aux jeux qui sont à la mode du moment, tu vois. Ouais. Quand les jeux sortent, etc. Généralement j'y joue des fois 10 ans après. Tu vois, là récemment, j'ai fini pour la première fois le premier The Last of Us. Oh, ok. Et c'est très cool. Ok. C'est très cool. L'histoire est super. Là, j'ai hâte de faire le 2 aussi. Tu vois, faut que je m'y mette. Mais tu vois, j'essaie justement de pas être dans la mode et de pas avoir la hype. Ouais. Je suis un peu sur la même. Moi, je prends un peu les trucs comme j'ai un peu envie et sans me prendre la tête de me dire faut acheter obligatoirement Elden Ring. Moi, j'ai mis bien 2 ans avant de me le payer. Par exemple, et je sais que j'en ai plein qui me disent tu vas te le spoiler. Je fais bon, je le spoil un peu, c'est pas la fin de tout. Donc après, il y a tellement de choses à faire dans Elden Ring que je pense que voilà. Oh, c'est pour ça sur le coup, je m'étais même pas stressé qu'à un moment donné, même si j'avais vu des vidéos, ça n'allait rien me spoiler particulièrement. Donc ouais, mais oui, le jeu là, le vidéo, c'est un grand amour, ça. C'est. Je pense que si je devais vraiment calculer le nombre de jeux que j'ai joué ou fini, on est sur à minima, je pense, au moins minima 1000 depuis que je joue, j'ai 13 ans, quoi. Donc ouais, ça va vite, ouais. Ouais. Donc là maintenant j'ai moins le temps, mais je pense que fut un temps, ouais, c'était grosse passion. Allez, on tourne une dernière fois la roue. Oui. Là. Oh là 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 là. Alors là, on est sur un sujet que j'adore. Les messages audio. Il y a un peu deux teams, je trouve, aujourd'hui, dans la façon d'envoyer des messages. Ouais. Il y a ceux qui écrivent, encore. Et puis, il y a ceux qui envoient des audios. Tu fais partie de quel team? Alors, moi, je fais partie de la team audio. Pourquoi vous êtes trop chiant, putain? Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. Parce que je n'arrive pas à retransmettre ma pensée, ma façon de vouloir dire les choses à travers l'écrit. Et en plus de ça, j'ai toujours eu des problématiques, c'est dur à dire ce mot, en écrit. Et en fait, alors ça a été au départ pourquoi je faisais des audios. Et avec le temps, parce que j'arrive plus à gérer mes messages. Là, je suis en retard sur au moins 4, 5, 6 messages. Et en fait, ça me met 4 fois plus rapide, en fait, que de prendre le temps d'écrire, de revérifier, et en plus, je trouve que je suis particulièrement mauvais, en fait, à l'écrit. L'oral, je m'en sors bien. L'écrit, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Je rappelle, le gars a écrit un livre.
Alors, il a été relu au moins 8 fois et en plus il a été relu par 2 autres personnes qui très sympathiquement m'ont dit School tes phrases. Bon, attends, on va modifier 2 trucs. Envoie-nous des audios, on va les écrire. Non, il y avait vraiment des textes. Hein. Là, j'ai dû me casser la tête là-dessus. Mais t'inquiète, il y a eu des gens qui m'ont bien revérifié derrière, qui m'ont aidé à formuler des phrases. Moi, je rappelle, hein, je suis théoricien, je suis pas écrivain. Donc tu communiques principalement par message audio. Tu vois, c'est un truc qui me fascine parce que à titre personnel, je ne sais pas envoyer des audios corrects. En fait, je ne sais pas cadrer ma pensée dans des audios. Ah ouais. J'ai besoin d'écrire. Ah, c'est drôle quand même ça. Parce que quand j'ai un truc à dire, à l'écrit, si tu veux, je vais réfléchir avant et en 3 phrases, je vais le synthétiser. Ouais. Donc, que ça soit clair. Alors, ça me prend du temps à moi, hein, bien sûr. Ouais. Mais je sais que la personne en face, elle va comprendre le truc, etc. Ouais. À l'oral, je vais parler pendant 2 minutes et à la fin, je vais dire enfin, désolé, je sais pas si c'est compréhensible du coup. Bon, bref. Je t'écris, ça sera plus simple. Je pense que c'est, comme tu le dis, on retrouve 2 teams, hein. T'as des gens qui structurent mieux la parole et d'autres gens qui structurent de l'écrit. Moi, j'en fais pas partie, hein, mais. Quand j'envoie un message audio, c'est l'enfer pour la personne qui le reçoit, c'est sûr. Personne n'ose me le dire, mais je vous le dis aujourd'hui. Si vous recevez des messages audio de ma part, je le sais, c'est l'enfer. Même moi, je réécoute, je me dis, mais c'est long, mais ferme ta gueule. Bref. Désolé pour ceux qui c'est long, hein, moi, j'en ai aucune idée, mais je sais que je suis chiant. On va passer sur un sujet un peu plus réseaux sociaux. Ouais. J'aimerais savoir, il y a quoi dans ton feed Insta aujourd'hui? Alors, dans mon fil Insta, tu veux dire dans ce que me propose Instagram? Ouais, bien sûr. Grosso modo, quand tu ouvres Instagram, ça ressemble à quoi ta page? Oh mon Dieu, je m'inquiète. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est chaotique? Oui, complètement. Ah oui, c'est complètement chaotique. Alors, là, à première vue, oui, c'est chaotique. Hein. Donc, Instagram me propose même pas de la zik. C'est-à-dire que c'est censé être mon truc principal que je regarde et c'est déjà même pas ça. Non, il me propose un monsieur qui se fait enlever des trucs derrière le crâne. Oh. Voilà. Un autre qui se fait boxer les abdos. Une nana qui est en train de bouffer des frites en mettant des trucs de pays différents. Voilà. Mais il est complètement chaotique. En fait, je pense qu'Instagram n'arrive même pas à localiser ce que j'aime, j'ai l'impression. Parce que c'est tellement le bordel. Mais vraiment. Et pourtant, tu vois, quand on regarde dans mes suivis, dans mes follow, c'est quasiment que des musiciens. Il y a que ça, quasiment. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont pas de sens. Très peu. Ok. C'est quoi les pubs que tu reçois? Les pubs que je reçois? Ouais, sur Insta, tu sais, soit quand tu navigues sur des stories, ou soit quand tu navigues sur le fil. C'est beaucoup de trucs en rapport avec des fringues. Et ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois, là, par exemple, je viens de tomber sur la première pub, c'est des fringues. Ok. C'est des marques en particulier ou Même pas, c'est des trucs beaucoup de vêtements assez extravagants, vêtements colorés, de chemises à motifs très forts. Là, j'essaie de retrouver notre pub. Mais c'est pour ça que je comprends pas mon algorithme, pourquoi il est paumé comme ça. Parce que dans ce qu'il me propose, il me propose 0 fringues et des trucs complètement aléatoires et qui ont pas de sens. Et dans la publicité, par contre, il propose des fringues. Tu penses que Insta a mieux compris qui tu étais en termes de publicité plutôt que... Oui, en publicité, complètement. En publicité, c'est-à-dire qu'il me propose des fringues, il propose des plugins pour audio. Et par contre, dans ce qu'il me propose après dans mes feeds, il propose n'importe quoi. Voilà. Donc, est-ce que après Instagram est calibré sur des trucs plus que d'autres, j'en sais rien, mais si c'est le cas, ça propose vraiment des conneries. Hein. Tu dois quand même recevoir du Berbas TV, j'imagine, de temps en temps. Oui, comme c'est dans mon fil principal, oui. Berbas TV, je le reçois quand j'ai tendance à tourner au niveau de mes abonnements. Par contre, quand il s'agit de proposer au hasard, il me propose littéralement quasiment pas de musique. Ah ouais, c'est drôle. Est-ce que tu as l'habitude justement de liker, de commenter et tout, ou alors tu scrolles et puis ça passe? Je scroll principalement. Après, ça m'arrive de liker quand j'ai des trucs cool en musique que j'entends.
ou des trucs pertinents, etc. Tu vois, par exemple, Facebook, lui, est plus pertinent dans ce qu'il me propose. Ok. Ouais. Étonnamment, Facebook a un peu localisé. Il est très politique sur Facebook. C'est-à-dire que quand je tourne, je vois des animaux, parce que je pense que j'aurais beaucoup des trucs sur les animaux. Je tombe beaucoup sur des trucs très politiques, etc. Et là, il localise beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il me propose beaucoup de trucs politiques, beaucoup de trucs sur des animaux, sur un peu des trucs sur de la musique, etc. Donc, en fonction des trois réseaux, c'est marrant parce que si je prends Insta, Facebook ou TikTok, je prends dessus quand même. Mais tu passes plus de temps sur Insta ou sur Facebook? Les deux. En fait, je tourne de l'un à l'autre en fonction de ce que je veux. Et sur Facebook, je sais que ça va venir sur un truc qui est complètement à part. Donc, Ok. quand je regarde, je navigue vraiment sur les trois, en fait. C'est marrant parce que ce que tu dis, du coup, c'est qu'en fait, tu aurais des feeds qui sont complètement différents en Oui. fonction des réseaux sociaux. Oui. Ok. Complètement. Ok, c'est intéressant. Bah, regarde un peu, bah, regarde, si on peut le regarder, je peux peut-être te le dire. Alors, on va prendre un truc au hasard. Là, là, il propose un truc politique. Là, il propose des fringues. Là, c'est une chanteuse. Là, c'est encore un truc sur la musique. C'est des fringues. C'est un chat. C'est un... Là, c'est un truc tout mignon, mais ça, je sais pourquoi. C'est parce que je les envoie à ma nana quand j'aime bien lui des conneries. Et donc, tu vois, là-dessus, voilà, lui, il est vraiment traxé. Là, je l'ai sur Facebook. Là, on va être sur complètement rien à voir. Tac. Alors, on va mettre la première, on s'en fiche. Ça parle des insectes. Là, ça me parle d'un truc que je sais pas ce que c'est ça. Là, ça parle de pedalboard, de musique, du Japon, de l'Afrique, tu vois, ça n'a rien à voir. Ça me parle de trucs de millénial, d'arts martiaux, rien qui va, debout. Voilà. Et en fait, c'est quand je veux d'autres choses, en fait, j'ai les trois et c'est bien, c'est pas la même chose. Tu dois avoir le cerveau en compote, toi, à la fin de la journée. Même pas tant parce que j'y vais pas tant sur les. Ouais. Alors, justement, c'est ce qu'on va voir. Mon cher Alex, maintenant que je vois que t'as ton téléphone en main, Ouais. c'est quoi ton temps d'écran? Alors, c'est une bonne question. Si on regarde imaginons si on fait la moyenne de la semaine dernière. Ouais. Aujourd'hui, il me dit, par exemple, que j'ai fait 1 heure de temps d'écran aujourd'hui. Ok. Alors, si tu cliques normalement sur le aujourd'hui, tu vas tomber sur un tableau de bord. Ah oui, non, attends, ça c'est Ouais, le jour afficher de les la détails de journée. l'activité là. Là, il propose d'afficher les détails. Là, tu vois, par exemple, alors, chose tu vois, qui m'étonnait pas, les jours de repos, c'est là où où je regarde le plus. Là, j'ai regardé pour la semaine dernière. Mm-hmm. J'ai 7h47 de temps dans la semaine entière. Ça fait un peu plus d'1 heure par jour. Ouais, c'est en moyenne, je suis à peu près à 1 heure ou deux. En fait, ça dépend de ce que je vais faire. Par exemple, je vois que jeudi, il m'a mis 4 heures, mais parce que sûrement j'ai utilisé mon téléphone pour du boulot. Voilà. Tu vois, mercredi et jeudi, c'est là où j'en ai le plus aussi, mais parce que c'est pour du taf. En fait, c'est souvent rapport en moyenne entre 1 à 3 heures de temps d'écran. Ok. Attends, 1 à 3 heures par jour. Ouais, à peu près, plus ou moins. Il y a des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est plus. Ah, bien sûr. Mais non, mais tu trouves, t'en penses quoi de ça, toi? Tu trouves que c'est beaucoup, pas beaucoup? Ça te convient? En soi, moi, ça me convient parce que je le sens pas comme une addiction. C'est-à-dire que je peux m'en passer largement. Par exemple, je sais que dimanche, attends, c'était dimanche, samedi, je sais plus. On était sortis un peu, le téléphone, j'ai laissé à la maison, machin truc, ouais, en fait, je sens que mon corps, à un moment donné, il me dit, ouais, je suis en foutre autre chose. J'aime bien parce que ça permet de regarder des trucs, ça permet un peu de m'aérer l'esprit. Moi, je le vois pas trop comme une contrainte, etc. Mais je le vois pas comme quelque chose que j'ai besoin nécessairement. Hmm. Je peux largement passer de mon téléphone et je peux faire aller regarder d'autres choses que je peux trier, choisir plus sur du YouTube ou sur des trucs un peu plus passionnants. En fait, le réseau social en lui-même m'ennuie vite parce que je trouve que c'est pour une grande majorité, c'est beaucoup de la culture de l'immédiat et en fait, c'est intéressant dans le moment, mais bon. Ouais. Ouais, je comprends. Du coup, ça veut dire que tu parlais de YouTube, tu vas plus consommer de la vidéo Oui. longue sur ton ordi ou sur ta télé. Bah déjà d'une parce qu'en fait je peux choisir. Ouais. Leur procédé là eux ils te choisissent ce que tu veux, c'est rigolo, mais disons qu'en fait tu te retrouves un peu prisonnier de ce que l'algorithme te propose, et ce que je trouve assez dommage, et je trouve qu'on en perd un peu tout cet aspect en recherche de contenu, recherche de nouvelles choses aussi, parce que eux ils te proposent tout à la chaîne un peu comme toi t'aurais plus ou moins envie, et t'es plus dans ce côté à te dire alors attends, cette vidéo là a l'air intéressant, ça peut être cool d'aller voir. Moi, il y a plein de trucs que j'ai trouvé sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai fait un peu de recherche, un peu de trucs comme ça. Et puis surtout, c'est
j'aime bien qu'il y ait un peu de matière de travail en fait. Le contenu court, j'ai l'impression que c'est du travail trop éphémère, que le but c'est d'attirer tout de suite un peu l'attention dans l'immédiat, là, etc. Et là où le contenu long, on a tendance à moins le retrouver, même si je remarque que dans les films pour enfants, etc., on le sent de plus en plus ce côté. Ah ouais, c'est ultra calibré maintenant, hein, de toute façon. Ah oui, Chaque seconde, chaque plan est pensé pour. t'as l'impression qu'on te laisse pas le temps de respirer. C'est on a. Tu regardes, je sais que toi t'es consommateur un peu de Squeezie ou comme ça. Moi j'adore tout ce qu'il fait, mais c'est très, tu vois que c'est très cadré, c'est très. Tu sens que le gars, ils ont fait des tests sur quand est-ce que l'attention des gens baisse, comment on monte, etc. Bah c'est d'ailleurs pour ça que même des Squeezie et compagnie, moi je les ai enlevés avec le temps, je les regarde. Alors non pas que j'adore pas, mais je les regarde plus. Et maintenant, même mon YouTube, pareil, il est très très spécialisé en musique, ça va de soi parce que c'est là où je vois des trucs sur le matériel, où je vois des concerts, etc. Donc même là, je regarde souvent maintenant même des concerts entiers plus que de regarder des bouts de machin. Et en fait, non, il est plus calibré astronomie, politique, géologie, des trucs un peu comme ça en fait. Alors pas que culturel, hein, j'ai des trucs moins culturels, j'ai des trucs aussi sur le jeu vidéo, machin truc, etc. Mais en fait, j'aime avoir maintenant du contenu qui est pas dans la recherche de regardez, le petit drapeau rouge, regardez, restez concentrés. C'est, par exemple, je sais qu'on avait regardé récemment un film de Pixar avec une nénette qui se retrouve dans le corps d'un animal robotisé qui était les animaux, un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, le film, je l'ai trouvé insupportable parce que en fait, t'as l'impression qu'on veut tout le temps garder l'attention et qu'on veut pas laisser de moments de relax. Pour moi, j'avais l'impression de voir un TikTok géant de 1h30. Ok. Ah, putain, c'est Voilà. intéressant. Ouais, qui est même on a regardé le dernier Super Mario, qui est très sympa, hein. Mais j'ai l'impression tu sais, de finir épuisé à regarder le truc parce qu'on veut tout le temps remplir. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Si tu prends plus le temps de respirer sur du. Ouais. Bah, t'as plus de longueur, t'as plus d'heures, en tout cas, enfin, dans les trucs pour enfants, c'est la sensation que j'ai eue. Ce côté où on veut plus te laisser de longueur de moment donné ou, alors, je veux pas là à dire c'était mieux avant, hein. C'est plein de choses qui étaient très mauvaises avant. C'est comme chaque année, hein, je pense qu'il y a des bonnes choses dans l'actu. Bien sûr, non, bah, de toute façon, il y a des. Voilà. Moi, j'aime dire chaque période assez bon. Absolument. Mais c'est vrai que c'est la sensation que j'ai eue, c'est ce côté où maintenant, la perte de temps, c'est plus quelque chose qui est normalisé. Si on perd du temps, c'est que c'est pas normal. Ouais. Enfin, si à un moment donné, il y a un moment donné de creux de silence, c'est que c'est pas normal. C'est un peu étrange, quoi. Tu vois, on va faire une petite parenthèse à chaque épisode. On fait toujours une petite parenthèse qui dévie un petit peu du sujet. J'ai envie de la faire maintenant, justement sur un peu tout ce qui va être ce que j'ai envie d'appeler la culture de l'ennui, tu vois. Ouais. Moi, je sais que j'aime bien m'ennuyer. Je prends du plaisir à m'ennuyer. Je le fais pas assez, je pense. Ouais. Parce que, pareil, moi, je vois mon temps d'écran, c'est n'importe quoi. Et, bon, voilà. Mais effectivement, je pense que c'est important aussi pour faire reposer son cerveau de pas être toujours surstimulé. Ouais. Et toi, tu laisses de la place quand même à l'ennui? Oui. Je dis pas que j'en ai beaucoup parce qu'avec le travail, je me retrouve beaucoup tout le temps à être avec le cerveau qui travaille fortement, etc. Et c'est un truc que je crée et dans le week-end, je le crée. C'est-à-dire que j'ai des jours où je me suis dit, c'est des jours en fait, tu vas ni sortir, tu vas être là, tu vas rien faire d'intelligent, tu vas te reposer, tu vas dormir si on a besoin. Il y a même des fois où je me mets à dormir 4 heures dans la journée parce que j'en ai besoin. Et je l'ai accepté en me disant, tu perds pas ton temps. T'es pas là à perdre du temps parce que tu fais rien, parce que tu fais pas un truc de productif, parce que t'as pas fait le ménage aujourd'hui et que en effet j'en ai pas du tout envie. Et et en fait, je trouve que c'est ce côté où on le voit un peu dans même dans les discours d'influenceurs, etc. T'as l'impression qu'il faut maintenant optimiser sa vie au millimètre près et de se dire qu'à un moment donné, si un jour c'est pas optimisé, bah tu perds des occasions. Non, l'occasion c'est peut-être justement de ça, de se laisser reposer, de se laisser détendre, de se laisser s'ennuyer, comme tu dis. Moi, j'aime bien parfois, particulièrement le mois d'août, je fais ça, j'aime bien. Où je vais me poser à un moment donné, là, j'ai un parc à côté, et vraiment, je me pose et je ne fais rien de spécial. Ok. Et je suis là, et je suis content, et c'est la grosse ennui de l'espace, mais c'est bien parce que je regarde les gens passer, enfin. Ah, c'est marrant, tu vois, parce qu'en termes de période de l'année, moi, j'aurais eu tendance à dire complètement l'inverse. C'est-à-dire vraiment l'hiver.
m'autoriser à m'ennuyer l'hiver, me mettre un peu en hibernation et tout. Ouais, Je le remarque depuis plusieurs années, c'est comme si l'hiver, je me mettais, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais tu sais, un peu en jachère. ouais. Et t'es là, t'attends, je fais pas. Bon, si j'ai des projets en cours, bah je les continue, tout ça. Mais tu sais, c'est pas là où je vais être le plus inventif. Mais par contre, après, on arrive au printemps, fin d'hiver, début printemps, et c'est là où je me dis d'un coup, mais attends, waouh, toutes ces idées, tous ces trucs que j'ai eus. Moi, maintenant, je vois mes idées un peu comme des graines, hein, comme si au fil de ma vie, je plantais des graines et qu'à un moment donné, j'allais récolter tout ça. Et je le vois un peu comme ça. C'est comme l'hiver, je plante des graines dans l'ennui. C'est comme si au printemps et à l'été, j'allais les récolter. Et par contre, tu vois, à l'inverse de toi, c'est que moi, genre, au mois d'août, par exemple, c'est là où je vais faire un maximum de choses. Ouais. C'est, Le mois d'août, moi, je me lève tranquille. En fait, déjà, je suis levé à 11h midi. Je vais me prendre le temps de me lever. Des fois, je prends 1 heure à me le temps de me lever. Et je suis dans le lit et j'attends. Et il y a le chat. Et je me lève et je vais me faire à manger tranquille. Et puis, je me dis, on va faire une demi-heure de ménage. Allez. Pas plus, on va pas trop déconner. Il y aura d'autres jours pour en faire. Alors, après, je fais ma petite sortie là de la journée, où je reste 2-3 heures là dans le parc à côté. Et il y a personne, hein. C'est le mois d'août à Lyon, nous c'est mort. Hein. Et je reviens, et je me refous dans le lit. Est-ce que tu scrolles dans ton lit du coup? Des fois oui, des fois non. Des fois je scrolle, des fois je me pose bête et méchant, ou je joue avec le chat, ou je me retape à la sieste qui a aucun sens parfois à 15h, 16h. C'est les meilleures, celles-là. Celles-là, c'est les meilleures. Moi, c'est ma préférée, moi. De l'après-midi, où je me mets un truc à la télé, ou même pas, où je me fais un peu pas. Tu vois, c'est vraiment aléatoire. C'est là, je parle, la seule activité que j'ai, c'est du sport que je fais régulièrement pour m'entretenir. Mais non, le mois d'août, j'aime l'apprécier. Ok. Je comprends. Ah oui. Et tu vois, tu mets le doigt sur un point intéressant, c'est, je pense que le fait d'avoir des animaux aussi, ça aide à décrocher. Ah bah, complètement, ouais, C'est vrai que les moments où tu joues, moi, c'est pareil, le moment où je joue avec le chat, non, mais tu joues avec le chat, quoi. Ah ouais, c'est ça, donc. Et en plus, faut te concentrer parce que sinon, il te saute dessus et tout. Enfin, c'est. Ah oui, donc ça. Donc, moi, elle commence à être vieille, mais de temps en temps, ouais. C'est quoi ta dernière conversation avec une IA? Alors, là-dessus, ça va être un peu rigolo, parce que je vais peut-être un peu dénoter, je n'aime pas l'IA. En fait, je n'utilise pas l'IA. D'accord. Je n'utilise pas la seule fois que quelqu'un l'a utilisé, c'était ma copine qui l'avait utilisé, où je lui ai dit, viens, s'il te plaît, on n'utilise pas ça et on fait de la recherche. J'aime pas l'IA parce que je trouve que ça tue tout ce qui est cette matière, la recherche, cette matière à faire que son cerveau aille à récupérer quelque chose sans qu'on lui donne service sur un plateau. Et en plus de ça, je le fais aussi sous un rapport écologique. Ok. Ouais, c'est-à-dire que je sais que c'est une vraie catastrophe écologique, ça. Ça, c'est vrai. Et je n'ai pas voulu pour autant y aller à cause de ça. Je pense que si ça n'avait pas eu un rapport écologique, j'aurais pu essayer un peu par curiosité en me disant, on peut voir, ça peut être utile pour des choses ou pas. Je pense que l'IA, moi, j'accepterais que pour la recherche ou pour des domaines qui en ont vraiment besoin. L'IA récréatif, etc. Je pense que la dernière fois que je l'ai utilisé, ça devait être dans les débuts de l'IA, juste par curiosité. Et j'ai dû l'utiliser 2-3 minutes, etc. Et en fait, non, je me force à utiliser vraiment, en fait, mes propres moyens de recherche, ma propre capacité à aller chercher de l'information plus que d'avoir une IA qui va me donner. J'entends hein, l'intérêt de l'outil parce qu'il simplifie radicalement la chose sur plein de trucs, même si parfois j'ai cette pseudo crainte que les mecs aillent la faire pousser un peu trop loin, qu'elle en devient autonome. Ah, mais il y a du bon et du pas bon, hein. Voilà, c'est ça. Mais ouais, je saurais même pas te dire parce que si éventuellement c'était peut-être pour essayer de générer une image dans les débuts de l'IA à ChatGPT 1, je crois. Et j'ai dû en faire une fois et c'était marrant et ça m'a saoulé. J'ai fait, c'est bon. Ok. Et non, c'est super intéressant d'avoir ce genre de discours aussi. Donc, tu vois, généralement, j'enchaîne avec le fait de est-ce que l'IA aujourd'hui a remplacé Google? Donc, toi, dans ton cas, pas du tout. Non. Et je pense qu'il y a plein de choses qui, pour moi, le remplacera pas. Parce que je sais qu'on a l'apparition de nous pour la musique de Suno là, qui fait de se faire son marché. Et je trouve que ça, c'est une aberration sans nom. Je suis même en train de me taper, moi, arrêter Spotify parce que j'ai cru comprendre là que
ils sont en train de surblinder là de musique d'IA et ça. Bien sûr. Bah, il y a beaucoup de trucs comme ça, ouais. Spotify. Alors, bon, le podcast est en partie diffusé aussi sur Spotify, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais non, mais effectivement, en fait, les plateformes de diffusion de musique, on s'est quand même rendu compte que avaient. Alors, je sais pas si elles l'ont toutes fait, je sais pas à quel degré, etc. Je vais pas m'aventurer dans cette partie d'investigation. Mais en tout cas, on s'est vraiment rendu compte que il y avait beaucoup d'artistes fake créés entièrement à l'IA générative. Je vais même en mettre le mot IA générative parce que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Mais vraiment l'IA générative qui permet de créer des choses à partir de globalement rien, enfin à partir de tout ce qu'elle a copié. Effectivement, il y en a pas mal sur les plateformes. J'ai cru comprendre que, il me semble que c'est Deezer qui est en train de mettre en place des choses qui ont banni justement plein de comptes aussi de musique générée par l'IA. Enfin, il me semble que des plateformes mettent des choses en place, mais je pense qu'il y a une espèce de jeu entre tout le monde cherche un peu sa place entre tiens, est-ce qu'on génère de manière fake quelque chose et qu'on le pousse? Est-ce que quelqu'un le fait? Est-ce que quelqu'un de plus ou moins bienveillant? Parce que moi, demain, je peux très bien générer de la musique, comme tu dis, avec Suno. La mettre sur Spotify et faire un carton. Je crois qu'en parallèle, il y a la première musique entièrement faite à l'IA qui est diffusée maintenant à la radio en France. Oui. Ah ouais, non, mais c'est... Donc, alors, moi, j'ai du mal à avoir un avis très tranché. Très franchement, je reste très humble sur l'avis que j'ai parce que je vois plein de bons côtés, plein de mauvais côtés, et du coup, c'est vrai que je sais pas. Mais par contre, conscience de tous les dangers, comme tu dis, et de la catastrophe écologique que c'est. Ça, c'est réel. Ouais, au premier abord, ça, c'est certain que sur ce rapport écologique, ça, c'est dramatique. Et il y a tout ce côté, mais ça, c'est peut-être parce que je suis musicien, où il y a un moment donné, à mes yeux, pour moi, c'est surtout, alors ça fait des choses très bien, hein, et c'est vrai, il y a des choses, j'ai été très impressionné, mais pour moi, ça reprend toujours, ça ne crée pas, c'est juste de la reproduction de choses que l'IA a récupérées et qu'elle réadapte. Alors j'entends qu'on est aussi dans de l'inspiration, etc., mais je trouve que c'est triste d'enlever l'humain à travers de ce qu'est l'art, en fait, en général. Hormis le fait que ça va faire un désastre monumental sur des emplois, etc. Ça encore, c'est notre discussion, mais voilà, moi c'est vraiment ce truc-là aussi qui en plus qui m'en dit, c'est-à-dire que ça fait presque 20 ans que je travaille la musique. Il y a un moment donné, j'ai pas envie qu'un truc vienne mâcher le travail dans ma propre composition, dans mon propre travail, dans mon propre. S'il faudra que j'aille chercher d'autres musiciens, j'irai chercher d'autres musiciens pour composer, pour créer, pour ajouter des choses sur des compositions que j'ai. Et j'ai envie de garder en fait ce côté qui a quand même je trouve un intérêt que notre monde ne devient pas juste une automatisation de la moindre tâche en fait, et qu'on en devienne à devenir un peu comme dans le film Wall-E. Dans Wall-E, ouais, tout à fait. Souvent l'image qui est donnée, effectivement. Voilà, soit ça ou même pour les plus vieux dans Albator qui en parlait déjà à l'époque. Ok. En 79, Salvatore, c'est une grosse critique de la société qui devient petit à petit en fait une société un peu bébête entre guillemets. Je dis pas que la société est bébête, on l'a. Et parce que en fait tout en fait est automatisé, tout il n'y a plus d'efforts créés, plus d'efforts intellectuels, c'est Albatore en parlait déjà. Ok, je comprends, c'est super. En tout cas, c'est super intéressant. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que toi, dans ton métier, t'as peur d'être remplacé par une IA? Alors non. Pour l'instant, j'en ai pas peur parce que on reste des musiciens de scène, on reste des musiciens pédagogues, on a des trucs comme ça et on a besoin de nous. Par contre, sur d'autres branches, oui, le studio, par exemple, ça c'est des choses qu'on peut craindre. Dans la recherche à la composition, c'est des choses qu'on peut craindre. C'est-à-dire qu'en fait, on va devenir plus. Avec le temps, j'ai peur qu'on devienne plus des interprètes. Alors, ce qui est très bien aussi comme métier, d'être interprète. Mais plus que en fait on va avoir des choses qui vont être créées à travers des humains avec une intention, une émotion, etc. quoi. Ouais, je comprends, d'être uniquement interprète et plus créateur. Voilà, c'est ça. Donc dans tout cas la musique de scène, elle sera toujours quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer, à moins que soudainement on crée des androïdes à un niveau assez supérieur pour pouvoir jouer à notre place. T'as bien regarde, tu as bien alors je sais pas si c'est encore, mais Hatsune Miku. Oui, alors mais ça moi c'est rigolo Hatsune. Non mais tu vois, c'est un peu ce que pourrait devenir une IA poussée aussi. Complètement. Et d'ailleurs le Japon est un peu représentatif de ces idoles inexistantes qui percent parce que ça reste très impressionnant. D'ailleurs je rêverais d'avoir la pédale Hatsune Miku. C'est une pédale d'effet qui remplace ses notes par la voix. Je rêverais de l'avoir celle-là.
Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Mais tu vois, non, mais c'est un personnage qui n'existe pas et qui pourtant fait des concerts. Oui, non, mais on sait qu'il y a des choses qui vont arriver, etc. Et est-ce que je serai encore vivant d'ici là pour voir peut-être. Oh, je pense que oui, quand même. Je pense qu'on y arrive très vite. Ouais. Je pense que ça se compte en juste quelques années, pas quelques décennies, mais juste quelques années. Ouais. Bah, le tout va de plus en plus vite, hein, je sais, donc. Mais voilà, pour l'instant, je crains pas, mais avec des craintes pour l'avenir, pour les auteurs et compositeurs. Ouais, j'entends. Alors, imagine, je te donne 1 heure et tu peux revenir sur n'importe quel site à n'importe quelle époque. Pendant 1 heure, tu fais quoi? Alors, allez, j'en mets 2 parce que. Allez, vas-y. Sur Dailymotion. Oh, ok. À sa grande époque, qui était la grande époque où vraiment on n'allait pas du tout sur YouTube, je me rappelle. Donc c'est à peu près 2005, 2006, 2007, à peu près. Ouais, un petit peu avant. Ok. Sur 2003 peut-être. Ok. Vraiment la grande période de Dailymotion et éventuellement, et je crois que le site existe encore et que c'est juste que moi il faudrait que j'y retourne. Sur Planète Émulation, qui était ma grande période où j'étais dans l'émulation, où j'avais des collections de jeux que je jouais, que ce soit de l'arcade de chez MAM à de la NES, à la PlayStation, même si la PlayStation 1 c'était dur parce que c'est l'époque l'enquillait pas l'émulateur. Et vraiment, ouais, de cette période, en fait, où j'avais le temps un petit peu d'aller jouer à des jeux d'émulation et que je trouvais ça trop cool, en fait, d'aller faire. Mais c'était quoi Planète Émulation? Planète Émule, c'est un gros recueil d'émulation. Fait barre. Ah, mais d'accord, c'est bon, je vois. Ok, c'est bon. J'étais en train de chercher le site en même temps. Effectivement, c'est un site où il y a énormément d'émulateurs et de jeux que tu peux émuler. Oui, c'est ça. Ouais, okay. ouais. Non, d'accord. Je pensais quand on disait planète émulation, je comprenais pas. Je me disais, mais est-ce que tu me parles d'un jeu où tu crées des planètes? Non. C'était en fait toute cette période que les certains ont vécu, moi que j'avais eu il y avait ça, Planète Émule. T'avais la grande période de Mugen qui était un customisateur de jeux de combat 2D où tu pouvais foutre n'importe quel perso de jeu de combat 2D dedans. J'avais pris ça m'avait pris des heures et des heures à côté le truc pour me retrouver avec une centaine de personnages à jouer ou encore sur un truc, ça c'était vraiment la grande période que j'adorais, sur RPG Maker que j'ai passé Dieu. Bah, je pense que ça existe encore. Oui, ça existe encore. Ouais, ils ont maintenant j'ai vu qu'ils ont adapté les trucs et c'est plus simple à gérer. Et pareil, où j'y ai passé, je pense, il y a tout un été où je faisais de 20h jusqu'à 4h du matin tous les jours pour coder mon jeu et prendre le 30. Pourquoi? Pour que mon PC prenne un virus et plante. Merde, t'as tout perdu. Et j'ai tout perdu, bien sûr. Ah là là, les boules. Voilà. Et si je pouvais, ça serait revenir là pour revivre juste cette période-là. Ok. Donc t'es en 2003. Ouais, on est en 2003, ouais. 2003. Quand j'ai eu mon PC, j'avais 18 ans, donc c'est ça, 2003. 2003, donc tu vas sur Dailymotion, sur Planète Émulation, Mugen et RPG Maker. Voilà. Est-ce que tu peux me donner genre un bon plan, une pépite, quelque chose que sur Internet on doit absolument connaître, où tu te dis mais ça c'est fou, les gens ils connaissent pas ça, alors vraiment c'est le bon plan quoi. Je te dirais bien Thomas, mais c'est tellement un gros machin maintenant que parce que quand tu veux, enfin là je vais rien apprendre à bien grand monde, c'est un bon plan que tout le monde connaît, mais alors est-ce que tu peux nous décrire peut-être ce que c'est Thomann? Thomann, c'est un gros supermarché de la musique. Donc ils vendent du plus simple mini truc à 3 fois rien à des instruments à milliers d'euros. Et on trouve des trucs à 10 000 euros, 15 000 euros, etc. Ils vendent de tout sur la musique. Qu'on soit amateur professionnel, on trouve tout. J'ai trouvé des tables à 200 000 euros, des trucs et tu te dis quoi? Et c'est des trucs neufs ou d'occasion? C'est tout neuf. Alors ils ont des stocks B et c'est que du neuf. Ok. Donc après sinon vraiment aussi pourquoi pas, mais moi j'y vais peu dessus. T'aurais eu Reverb. On se dit voilà. Tu veux vraiment chercher un truc à peu plan Reverb pour ceux qui veulent dénicher des instruments, dénicher des trucs sur la musique, c'est trop bien Reverb, tu trouves. Wow. Ok. Et c'est pareil, c'est un magasin en ligne. Non, c'est du particulier. D'accord. C'est le bon coin de la musique. Voilà, c'est ça. Ok. Trop bien. Donc 2 bons plans pour nous finalement. Donc Thomann pour trouver tout le matos dans la musique. Ouais. Même si on le rappelle,
allez dans les magasins physiques, c'est important, Super. c'est très bien. S'il y en a près de chez vous, il faut absolument y aller. Mais si vous trouvez pas ce que vous voulez, potentiellement se rabattre sur des choses en ligne. Voilà. Et Reverb pour un peu la seconde main, de particulier à particulier. Exactement. Le bon coin de la musique. Ouais, c'est ça. Eh ben, bravo, Alex. Tu as terminé Internet. Merde. Bravo. Je te donne ta certif. Très bien. Tu as gagné ta certif du modem 56K. Tu as officiellement passé le test. Oui, super. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu as pris plaisir à faire ça. Moi, j'y ai passé un bon moment. J'étais très content. Ah, tant mieux. Tant mieux. Si tu veux, je te laisse le lien de la roue tourne, si tu veux t'amuser avec. Sur ce, si vous voulez évidemment soutenir le podcast, vous pouvez le partager aux gens autour de vous, en parler, nous laisser un petit commentaire, un petit like, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Le bisou. Ciao, ciao.